Les rêves de voyage dans le temps ont toujours été tabous, relégués au domaine de la science-fiction. Mais le concept a rapproché quelques confrères chez les scientifiques. C'est notre petit secret de physicien. Nous écrivons des articles sur le sujet, mais lorsqu'il s'agit d'évoquer une machine à voyager dans le temps, nous employons des formules codées. Le jour, ces illustres physiciens peaufinent leurs équations. La nuit, leur imagination prend le relais. C'est une fille qui s'appelle Claire. Qui va bien plus vite que la lumière. Elle est partie ce matin, guidée par son Albert. Et elle est revenue avant-hier. Ils ont un rêve commun, élaborer une machine à voyager dans le temps. Depuis son plus jeune âge, Ron Mallett s'est mis en tête de concevoir une machine temporelle. Aujourd'hui, il enseigne la physique à l'Université du Connecticut et s'apprête à partager son secret avec le reste de l'humanité. Manipuler le temps et l'espace suscite en nous un sentiment de puissance. Ce qui est fascinant, c'est de se dire que nous serions capables de maîtriser le temps et, à terme, d'exercer un contrôle inédit sur notre destinée. La vocation de Mallett est née après la mort de son père, terrassé par une crise cardiaque. Âgé de 10 ans à l'époque, le jeune homme fait alors un serment. Si je parvenais à fabriquer une machine à voyager dans le temps, je pourrais revenir en arrière et lui sauver la vie. Depuis près d'un demi-siècle, et comme nombre d'autres scientifiques, ses recherches sont confidentielles. Ce n'est qu'après une découverte importante à la fin du XXe siècle que j'ai décidé de sortir des arcanes du voyage dans le temps. Si ces hypothèses s'avèrent exactes, le voyage temporel pourrait bien passer de la théorie à la réalité au cours du XXIe siècle. Il est réconfortant de savoir que l'on peut enfin explorer ce domaine sans craindre de passer pour un aliéné dès que l'on évoque la possibilité de remonter dans le temps. Comme tout apprenti sorcier, Ron Mallett a dû trouver le moyen de comprendre le temps avant d'essayer d'en explorer les entrailles. Michio Kaku, célèbre professeur de physique théorique, a consacré sa carrière à l'analyse du temps. Il est convaincu que l'élaboration d'une machine à remonter le temps est une fatalité. La notion de voyage temporel a connu un formidable engouement au cours de ces 10 dernières années. Du point de vue historique, les physiciens n'ont jamais vraiment admis qu'un tel phénomène était possible. Mais à présent, nous cherchons une loi de la physique réfutant toute possibilité de voyage spatio-temporel. Et nous ne la trouvons pas. Beaucoup d'entre nous pensent avoir compris la notion de temps, mais ce n'est qu'une illusion. Lorsque nous contemplons le Soleil, nous le voyons tel qu'il était 8 minutes auparavant, soit le temps que met la lumière pour parcourir les 148 millions de kilomètres qui séparent la Terre de notre étoile. Ainsi, nous voyons le passé du Soleil. L'univers pourrait être une gigantesque machine à voyager dans le temps. Parce que la lumière se propage à une vitesse finie, les étoiles que nous distinguons nous apparaissent telles qu'elles étaient, et non comme elles sont aujourd'hui. Même sur Terre, la notion de présent est incertaine. Lorsque vous regardez un miroir, l'image qu'il vous renvoie est celle que vous aviez 2 nanosecondes auparavant. C'est le temps que met la lumière pour faire un aller-retour entre votre visage et le miroir. Vous contemplez donc une version plus jeune de votre image. La lumière se déplace de 30 cm par nanoseconde.
Elle met une nanoseconde pour aller du corps du physicien jusqu'au miroir et une autre pour atteindre ses yeux. Selon le professeur Kaku, nous devons comprendre la notion de temps avant d'envisager de nous y promener. Pour cela, il commence par rectifier 3 conceptions erronées. La première confusion importante concerne la notion de présent universel. S'il est midi ici, il doit être midi sur la Lune, et pourquoi pas à travers tout l'univers. Mais en réalité, il est impossible de synchroniser nos montres à travers l'univers. Et cela à cause d'une seconde conception erronée. Nombreux sont ceux qui pensent que le temps s'égrène à un rythme constant. Beaucoup de gens considèrent que le temps s'écoule uniformément en tout point de l'univers. C'est faux, car il est possible de démontrer qu'une horloge tic-tac plus lentement dans l'espace que sur Terre. En réalité, nos systèmes de navigation par satellite ne fonctionnent que parce que l'armée américaine ajuste les horloges quotidiennement. Le temps n'est pas une valeur absolue. Il s'écoule différemment selon les endroits. Le voyageur temporel doit renoncer à toute notion issue de la mécanique classique pour aborder le temps comme une dimension, ce qui nous mène à la 3e conception erronée. Pour la majorité des gens, nous vivons dans un espace à 3 dimensions. En réalité, aux 3 dimensions de l'espace s'ajoute une 4e, le temps. L'esprit humain a du mal à concevoir le temps comme une dimension. Pour nous y aider, prenons l'exemple des jeux électroniques. Ce qu'il y a de fascinant avec Pac-Man, c'est qu'il se déroule dans un univers à 2 dimensions. Il peut aller d'avant en arrière, de gauche à droite, mais le concept de hauteur lui est parfaitement étranger car il vit dans un environnement plat. L'homme vit dans un environnement à 3 dimensions. Il peut avancer, reculer, aller à gauche, à droite, monter et descendre. Mais nous sommes incapables de visualiser une 4e dimension, qui requiert un raisonnement logique que notre cerveau ne peut tout simplement pas assimiler. Je veux me rendre à l'angle de la 5e et de la 33e rue. À l'instar de Pac-Man, nous utilisons une carte à 2 dimensions pour repérer un lieu sur Terre. Mais nous pouvons aussi nous rendre dans une 3e dimension, celle de la hauteur. Nous vivons également dans une 4e dimension, celle du temps. Dans notre monde, nous pouvons fixer rendez-vous au sommet d'un bâtiment qui figure sur une carte, mais aussi à une heure déterminée. Cette dimension temporelle est si étroitement liée aux 3 dimensions d'espace que les physiciens se réfèrent désormais à une notion universelle. L'espace-temps. Nous pensons à présent que le temps et l'espace ne sont pas invisibles, qu'il s'agit d'une matière susceptible d'être étirée, voire entortillée. Si tel est le cas, la notion de voyage dans le temps n'est peut-être pas aussi absurde qu'il y paraît. Pour élaborer une machine spatio-temporelle, il faut trouver le moyen de manipuler la matière espace-temps. Pour de nombreux scientifiques, cette manipulation ouvrira la voie des voyages temporels et les rendra même inévitables. Nous savons moduler notre vitesse de marche le long d'un trottoir encombré. Mais il est bien plus difficile de changer notre vélocité à travers le temps. Celle-ci s'effectue toujours au rythme des secondes.
Toujours? Pas si sûr. Paré pour l'atterrissage. À vous. À bord de la Station spatiale internationale, les astronautes ont voyagé dans le futur. Comment est-ce possible? La station spatiale orbite autour de la Terre à 28 000 km/h. Certains astronautes ont passé plus de 700 jours à bord. À leur retour, ils auront voyagé une fraction de seconde dans le futur. Et cela grâce à la vitesse. La vitesse de croisière des vaisseaux spatiaux ralentit le temps qui s'écoule pour les passagers à bord. Pour démontrer comment la vélocité influence le temps qui s'écoule, il faut d'abord comprendre que la lumière constitue la limite de vitesse absolue. Rien ne va plus vite. Ce laser pulsé permet de mesurer l'une des rares valeurs absolues de la nature. La vitesse de la lumière dans l'espace infini. Le faisceau traverse les lentilles et les miroirs de cet appareil. Si l'on déplace ce miroir d'une trentaine de centimètres vers l'arrière, la lumière devra parcourir une distance supplémentaire. Cet oscilloscope m'indique le temps supplémentaire que la lumière met pour accomplir ce trajet supplémentaire. Nous pouvons ainsi déduire la vitesse de la lumière en mesurant avec précision la distance parcourue et le temps écoulé. La lumière se déplace à 300 000 km par seconde. Et les expériences prouvent que cette vitesse est constante à travers l'univers. Puisqu'elle ne change jamais, cela implique que le temps peut être manipulé. Le physicien Jim Al-Khalili démontre que le temps peut être dilaté ou comprimé. Pour cela, il utilise une pendule théorique située sur le tableau de bord de sa voiture. Cet appareil consiste en un faisceau lumineux vertical à l'intérieur d'un véhicule roulant à une vitesse proche de celle de la lumière. Selon qu'il se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de la voiture, deux observateurs ne percevront pas le faisceau lumineux de la même manière. Le temps s'écoule donc différemment pour chacun d'entre eux. Lorsque je me déplace à l'intérieur de la voiture, je vois le faisceau lumineux suivre un trajet vertical. Mais pour le frère jumeau de Jim Khalili, qui observe la voiture depuis le bord de la route, le faisceau lumineux décrit une trajectoire différente. La combinaison du mouvement horizontal de la voiture et du faisceau vertical de l'appareil embarqué conduit à la conclusion suivante. Lorsque je vois passer la voiture, le faisceau lumineux décrit une diagonale. Pour l'observateur en dehors de la voiture, le faisceau parcourt une distance plus importante, bien que la vitesse de la lumière reste constante. Le temps écoulé est donc la résultante de la distance divisée par la vitesse. Pour l'observateur à bord du véhicule en déplacement, il s'écoule donc plus lentement. Les scientifiques parlent alors de dilatation du temps. Pour mieux comprendre le phénomène, imaginons que deux jumeaux voyagent dans le temps. Carl reste sur Terre, tandis que Kelvin se rend dans l'espace. Il se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière. À bord, tout est normal. Mais parce qu'il se rapproche de la vitesse de la lumière, le temps passe plus lentement pour Kelvin que pour son frère jumeau resté sur Terre. Pour Carl, 20 années s'écoulent. Mais pour Kelvin, le temps s'est ralenti à cause de la vitesse de son vaisseau. Lorsqu'il regagne la Terre,
Il n'a que 3 ans de plus. Mais pour son frère, 20 ans ont passé. Les 36 mois qu'a duré le voyage de Kelvin lui ont fait faire un bond de 20 ans dans le futur de Carl. Mais il n'est pas nécessaire d'aller dans l'espace pour observer ce phénomène. Nous sommes à Genève, au CERN, le Centre européen pour la recherche nucléaire, où se trouve le plus grand accélérateur de particules du monde. Les scientifiques de 85 pays étudient le monde subatomique afin de comprendre le fonctionnement de l'univers. Dans ce vaste complexe, les chercheurs mènent des expériences sur le voyage dans le temps depuis une quarantaine d'années. L'une des particules essentielles de leurs travaux est le muon. La durée de vie d'un muon est de l'ordre du millionième de seconde. Ce sont des particules produites par les rayons cosmiques qui bombardent la Terre en permanence. Dans les laboratoires du CERN, on utilise la vitesse pour accroître la durée de vie de ces particules, une manière de les faire voyager dans le temps. Des accélérateurs géants permettent de pousser les muons à des vitesses proches de celles de la lumière. Lorsqu'un muon atteint une vitesse proche de celle de la lumière, sa durée de vie se prolonge, ce qui signifie que pour cette particule, le temps s'écoule plus lentement. Lorsque le muon nous revient, sa pendule a ralenti par rapport au tic-tac plus rapide du temps qui s'est écoulé pour nous. Dans une certaine mesure, cette particule a rejoint notre futur, puisqu'elle n'a voyagé qu'une seconde alors que 20 secondes se sont écoulées pour nous. Il est donc possible de faire voyager les muons dans le futur en ralentissant la cadence du temps qui s'écoule pour ces particules. Cependant, l'élaboration d'une machine à voyager dans le temps basée sur la vitesse se heurte à un obstacle majeur. À chaque masse est associée une énergie propre. Lorsqu'un objet accroît son énergie en augmentant sa vitesse, sa masse augmente. Lorsqu'elles sont en mouvement, les boules de métal de ce gadget sont plus lourdes qu'à l'arrêt. Mais la différence de masse est faible, compte tenu de la lenteur du mouvement. Si elles se déplaçaient à une vitesse proche de celle de la lumière, la différence de masse serait énorme. En pratique, une particule subatomique filant à travers l'accélérateur du CERN à une vitesse proche de celle de la lumière peut accroître sa masse au repos d'un facteur 7000. Plus les particules s'alourdissent, plus les chercheurs doivent fournir d'énergie pour les maintenir en mouvement. Lorsqu'on accroît l'énergie d'une particule, elle se rapproche de la vitesse de la lumière. Lorsqu'on double son énergie, elle s'en rapproche davantage et ainsi de suite. Mais on ne dépasse jamais la vitesse de la lumière. Pour l'atteindre, il faudrait une quantité d'énergie infinie, ce dont nous ne disposons pas. Si à l'échelle subatomique, la vitesse des particules est déjà restreinte par le manque d'énergie disponible, l'élaboration d'une machine spatio-temporelle paraît impossible. Le problème qui se pose, c'est qu'il est impossible de déplacer un objet à une vitesse qui s'approcherait de celle de la lumière. Il faudrait consacrer toutes les ressources énergétiques de la planète pour qu'une fusée n'atteigne ne serait-ce qu'une fraction de la vitesse de la lumière. Nous ne disposons simplement pas de cette énergie. Mais il y a un autre problème. La vitesse comme vecteur de transport dans le temps ne permet qu'un aller simple pour le futur. En s'approchant de la vitesse de la lumière, le voyageur ne fait que ralentir le rythme de sa propre horloge, mais il ne maîtrise pas le temps. Il lui serait donc impossible de revenir pour faire part de son récit. Fort heureusement, il existe un autre moyen de traverser le temps qui permettrait au voyageur de choisir sa direction.
Il serait alors possible de se rendre dans le futur, mais aussi dans le passé. Depuis plus d'un siècle, les scientifiques soutiennent qu'il est possible de voyager dans le futur. Tous admettent qu'il existe un moyen de se projeter dans l'avenir. Ce moyen, c'est la vitesse. Nous voyageons tous vers le futur, que cela nous plaise ou non. Nous pouvons accélérer le processus en nous rapprochant de la vitesse de la lumière, mais la difficulté consiste à revenir vers le présent. Cependant, il existe un autre moyen d'élaborer une machine spatio-temporelle. Par la gravité. Pour le commun des mortels, la gravité n'est qu'une force qui nous plaque au sol. Mais les physiciens de l'Université de Manchester en Grande-Bretagne l'envisagent d'une toute autre manière. Car la gravité liée à la masse d'un objet est capable de courber ou dilater l'espace-temps. Le professeur Brian Cox nous explique comment la gravité interagit avec l'espace-temps. L'espace-temps n'est pas une notion abstraite, elle est bien réelle, ici, devant et autour de moi. Mon corps exerce à lui seul une force gravitationnelle faible, certes, mais qui courbe l'espace-temps. En revanche, les étoiles, les galaxies ou encore les trous noirs exercent une influence énorme sur l'espace-temps. Plus la masse d'un objet est importante, plus elle courbe l'espace-temps. Une théorie qui a fait ses preuves. Ces images, prises par le télescope spatial Hubble, montrent comment la lumière se comporte lorsqu'elle voyage à travers l'espace. Lorsque la lumière atteint une galaxie, sa trajectoire se courbe. L'examen de la courbure de cette trajectoire permet de prouver que la masse d'un objet déforme l'espace-temps. Cette expérience permet de reconstituer le phénomène en laboratoire. Cet univers miniature montre comment la lumière traverse l'espace-temps. Lorsque ce dernier est plat, le faisceau lumineux suit une trajectoire rectiligne. Mais nous avons la preuve que la lumière se courbe en traversant l'univers. La trajectoire qu'elle suit doit donc également se courber. Et cette trajectoire n'est autre que l'espace-temps lui-même. Des milliards d'étoiles agissent comme une lentille et courbent l'espace-temps. Si l'espace-temps se courbe, la trajectoire de la lumière en fait autant. Ce point rouge au centre est une galaxie, mais autour l'on distingue très nettement ces anneaux lumineux. Ils sont la preuve irréfutable que la masse courbe l'espace-temps. La courbure de l'espace-temps va nous aider à construire notre machine spatio-temporelle. Lorsque la gravité courbe l'espace-temps, cela entraîne des conséquences réelles sur la manière dont le temps s'écoule. Sur Terre et dans une proportion infime, il s'écoule moins vite au niveau du sol qu'au sommet d'un gratte-ciel. Plus je suis près du sol, plus l'espace-temps est courbé, plus la gravité est importante et plus le temps s'écoule lentement. Ici, en revanche, l'espace-temps est un peu moins courbé, la gravité plus faible et le temps s'écoule plus vite. La différence est infime, car au bout d'un siècle, ma montre avancera de 50 millionièmes de seconde sur celle d'un passant au niveau de la rue. Dans une certaine mesure, la Terre est une machine à voyager dans le temps. Mais dans l'espace, les effets sont bien plus importants. Je vais à l'université M19 9QL. Le fait que le temps s'écoule à un rythme différent sur Terre et en orbite est une donnée essentielle de la navigation par satellite, car il faut synchroniser les horloges du sol et de l'espace.
Pour les satellites qui subissent un champ gravitationnel plus faible, le temps s'écoule plus vite. Le différentiel est de l'ordre de 50 microsecondes par jour, soit 15 km par jour. Si l'on ne tenait pas compte du fait que le temps s'écoule à des rythmes différents, le GPS ne fonctionnerait pas. La gravité de la Terre et son influence sur la courbure de l'espace-temps sont trop faibles pour permettre un voyage dans le passé. Mais il existe dans l'univers des régions où la gravité déforme littéralement la géométrie de l'espace-temps. L'espace-temps est presque plat. Ce sont les trous noirs qui déforment sa trame. Le professeur Stephen Hawking est un expert de renommée mondiale en matière de trous noirs. Dans les années 1970, ses travaux révolutionnaires ont permis de prouver l'existence de ces phénomènes jusqu'alors théoriques. La force de gravitation d'un trou noir étire et déforme la trame de l'espace-temps pour former un puits gravitationnel. Sa gravité est si intense que le temps s'étire de manière critique. Les physiciens sont fascinés par le phénomène, mais il y a un hic. Le trou noir comporte une frontière, ce que les scientifiques appellent l'horizon, qui mène au point le plus dense, la singularité. Une mauvaise nouvelle pour d'éventuels voyageurs. Dans un trou noir, nous serions happés par la singularité et éliminés de l'existence. La théorie d'Hawking sur les trous noirs constituait un véritable acte de foi. Mais son inspiration a été récompensée. Quelles sont l'intensité et les coordonnées de votre signal? En janvier 2008, de nouvelles recherches dans le domaine des trous noirs suscitent l'enthousiasme des scientifiques. Ce module est l'observatoire Chandra dédié aux rayons X. Il orbite 200 fois plus haut que le télescope Hubble et fournit de nouvelles données sur les trous noirs. Les miroirs embarqués sur ce satellite sont les plus lisses créés à ce jour. La résolution des images que renvoie Chandra est 10 fois supérieure à celle des meilleurs télescopes en rayons X. Leur précision permet de lire un panneau de signalisation routière situé à une distance de 19 km. Lorsqu'ils ont analysé les images de trous noirs supermassifs en rayons X, les scientifiques ont découvert que leur vitesse de rotation avoisinait celle de la lumière. Ce phénomène entraîne un effet d'entraînement de l'espace-temps, ce que les scientifiques appellent effet lens steering. La trame de l'espace-temps subit une telle distorsion qu'elle forme presque un cercle complet. La confirmation de la rotation des trous noirs fait le bonheur des scientifiques. Le voyage dans l'espace s'apprête à vivre une nouvelle ère. Chaque siècle a engendré ses pionniers et ses inventeurs. Ces visionnaires ont soutenu des idées aux apparences saugrenues, se confrontant le plus souvent au ridicule et au cynisme général. Richard Gott est astrophysicien. Il puise son inspiration chez ses premiers inventeurs et a développé l'épure théorique d'une machine à voyager dans le temps. Mes collègues de travail et moi-même faisons figure de pionniers en matière de voyage spatio-temporel. Ce chercheur est convaincu que le voyage spatio-temporel sera possible un jour. Il est même prêt à servir de cobaye. Le jeu en vaut la chandelle. Richard Gott est l'un des rares physiciens à prétendre avoir trouvé le moyen de voyager dans le passé. Son secret consiste à s'inspirer de l'univers pour construire un vaisseau temporel. Le centre d'un trou noir en rotation serait un endroit idéal où chercher une machine spatio-temporelle.
Richard Gott est intrigué par la manière dont un trou noir en rotation dilate l'espace-temps autour de lui. Ce professeur d'astrophysique de l'université de Princeton a scruté l'univers à la recherche d'un phénomène produisant le même type de distorsion de la trame espace-temps. Ces découvertes l'ont poussé à formuler une hypothèse audacieuse, basée sur un phénomène encore théorique à ce jour. Les cordes cosmiques. Les cordes cosmiques sont des structures filamenteuses d'énergie qui résultent du Big Bang. En dépit de leur largeur proche de celle de l'atome, elles ont une densité extraordinaire. Une corde d'1 mètre de long exercerait une force gravitationnelle supérieure à celle de la Terre. Et nous savons qu'une forte gravité déforme l'espace-temps. Pour Richard Gott, il y a matière à réflexion. Grâce aux distorsions de l'espace-temps liées aux cordes cosmiques, j'ai découvert que 2 cordes infinies se croisant à grande vitesse pourraient permettre d'élaborer une machine spatio-temporelle. En filant à grande vitesse, les cordes déforment l'espace-temps qui se recourbe sur lui-même. En temps normal, un vaisseau spatial serait contraint d'emprunter la trajectoire la plus longue à travers l'espace-temps. Mais dans ce contexte, le voyageur spatio-temporel peut prendre le raccourci. En gagnant la lumière de vitesse, il peut remonter le temps. Si cette voiture était un gigantesque vaisseau spatial, à supposer que Gott parvienne à trouver 2 cordes cosmiques, il pourrait revenir avant d'être parti. Autour de 2 cordes cosmiques en mouvement, l'espace-temps est si déformé que Gott peut faire le tour des filaments et revenir avant son départ. Voici comment. Les cordes cosmiques courbent l'espace-temps et fournissent un raccourci. En voyageant autour des cordes, Gott voyage plus vite que la lumière ne le fait à travers la trame normale de l'espace-temps. On ne peut pas construire une fusée qui se déplace plus vite que la lumière. Mais avec la courbure de l'espace-temps, on peut emprunter un raccourci pour prendre la lumière de vitesse, et donc en théorie créer une machine spatio-temporelle. Dès lors, la trajectoire du temps n'est plus linéaire. Elle forme une boucle. Cependant, cette théorie se heurte à un problème. Les cordes cosmiques ne sont pas que des objets hypothétiques. Ils sont également fugitifs. Nous ne cherchons pas à trouver 2 cordes cosmiques infinies qui se croisent à la vitesse requise pour concevoir une machine spatio-temporelle. Gott contourne le problème par une alternative hypothétique. Celle des boucles temporelles. Aussi farfelue qu'elle puisse paraître, cette théorie a résisté à tous ses détracteurs. Elle a causé un certain vacarme. La plupart des sceptiques s'interrogent sur le bien fondé d'une telle théorie, mais elle apporte une solution exacte aux équations d'Einstein qui prédisent la possibilité de remonter le temps. Cependant, la machine spatio-temporelle de Gott comporte un maillon faible. Car dès que l'espace-temps se courbe au point de former un cercle, l'ensemble de la région est happé par un trou noir. C'est une mauvaise nouvelle, car le trou noir est un hôtel qu'on ne quitte jamais. La région permettant de voyager dans le temps serait donc aspirée par un trou noir en rotation. Même si la perspective d'être rayé de l'existence ne dissuade pas le voyageur spatio-temporel, la machine de Gott comporte une autre limite. Avec la théorie des boucles temporelles, il faudrait disposer d'une masse équivalente à la moitié de celle de notre galaxie pour revenir un temps en arrière. Certaines civilisations galactiques ont peut-être la capacité d'exploiter les ressources d'une galaxie entière, mais ce qui est certain, c'est que la NASA ne dispose pas d'un tel budget. En matière de voyage spatio-temporel, les cordes cosmiques sont donc un projet lointain. Mais pour les plus enthousiastes, l'échelle du temps ne constitue pas un obstacle.
Et les théories de Gott encouragent d'autres scientifiques à scruter l'univers à la recherche de mécanismes spatio-temporels. En réalité, dès que les physiciens ont envisagé l'espace-temps comme un terrain, ils ont cherché le moyen d'en moduler la géométrie. Le meilleur moyen de voyager dans le temps est d'utiliser un raccourci entre deux points dans l'espace. Sur Terre, nous avons les ponts et les tunnels. Il nous faut l'équivalent dans l'espace pour élaborer une machine temporelle. Le professeur Paul Davies a analysé toutes les théories actuelles sur le voyage spatio-temporel. Il est convaincu que la structure théorique la plus viable est celle dite des trous de verre. La gravité courbe la trame de l'espace-temps. Pour certains scientifiques, lorsque cette courbure est prononcée, la trame peut se replier sur elle-même. Le trou de verre est une connexion entre deux régions d'un espace-temps à 4 dimensions recourbées. Concrètement, il comporte 2 bouches et une gorge. Le voyageur temporel pourrait donc se déplacer plus rapidement à travers le trou de verre que la lumière à travers l'espace-temps. Imaginons que cette feuille de papier soit une portion de l'espace. Nous savons que l'espace peut se recourber comme ceci. Il est donc possible d'emprunter 2 trajets. Le plus long qui emprunte toute la trame et le plus court à travers le tunnel qui relie les 2 extrémités de la feuille. La configuration du trou de verre emprunte une logique qui nous est déjà familière. Voici un parfait exemple de trou de verre. Je peux emprunter l'ascenseur, traverser la rue et prendre l'ascenseur pour me rendre au sommet de l'autre immeuble ou couper par la passerelle. C'est exactement le principe dans l'espace. Reste à prouver l'existence des trous de verre. Mais au même titre que la plupart de ses collègues, cela ne freine pas l'enthousiasme de Paul Davies. Lorsque j'étais étudiant, les gens parlaient des trous noirs, mais personne ne savait s'ils existaient réellement. À présent, nous connaissons leur existence. La théorie des trous de verre a plusieurs décennies. Sont-ils une réalité? C'est ce que les scientifiques européens espèrent découvrir. Retour à Genève, au Centre européen pour la recherche nucléaire. Si l'on en croit les scientifiques qui travaillent sur place, la physique est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère. Le LHC, Large Hadron Collider, est le plus grand accélérateur de particules au monde. Enfoui sous la ville de Genève, cet anneau de 27 km de long permet d'effectuer des collisions entre particules à des vitesses proches de celles de la lumière, dans le but de recréer les conditions qui régnaient immédiatement après le Big Bang. Lorsque les particules nucléaires entrent en collision, elles produisent de minuscules boules de feu d'énergie primordiale. Les scientifiques espèrent que ces expériences permettront de faire la lumière sur les conditions qui régnaient à la naissance de l'univers et d'élucider des phénomènes insaisissables comme la matière sombre, les extradimensions prédites par la théorie des cordes et les trous de verre. C'est un programme audacieux. Mais nous espérons déterminer s'il est possible de créer des trous noirs, des trous de verre et des boucles temporelles à petite échelle. Les ingénieurs installent l'un des derniers éléments du complexe. Le monde retient son souffle, les yeux rivés sur l'accélérateur de particules. Nous allons explorer une terra incognita. Nous aurons peut-être de la chance. Des équipes scientifiques du monde entier analyseront les données issues de l'accélérateur. Elles permettront peut-être de déterminer si les trous de verre sont bel et bien une réalité. Certains farouches partisans des théories temporelles sont convaincus que seule une civilisation extrêmement avancée sera en mesure de voyager dans le passé. Une civilisation dotée de pouvoirs galactiques. Cependant, un scientifique américain est convaincu de détenir la clé du problème lié au voyage dans le temps, et il en livre la preuve. Professeur de physique à l'Université du Connecticut,
Ron Mallett est convaincu d'être sur le point de pouvoir voyager dans le passé. Nous avons toujours eu le sentiment d'être prisonniers du temps. Grâce au voyage spatio-temporel, nous serons peut-être capables d'anticiper le futur et d'agir sur le passé. À la différence de ses collègues, Ron Mallett ne se contente pas d'envisager l'exploration de la 4e dimension d'un point de vue théorique. Pour ce franc-tireur de l'invention, nous sommes déjà dans l'âge des voyages temporels. Nous avons réalisé d'énormes avancées dans le domaine spatial au XXe siècle. Les gens ont désormais conscience que tout est possible. Pour nombre d'entre nous, les voyages spatio-temporels sont la prochaine frontière à explorer. Les premiers travaux de ce physicien se cachent dans les formules codées relatives aux voyages temporels. Mallett a surtout étudié les trous noirs, en gardant toujours un œil sur les recherches de ses confrères. Les premiers travaux de mes collègues qui m'ont réellement inspiré concernent le domaine des trous noirs, des trous de verre et des cordes cosmiques. Tous ces phénomènes ouvrent des possibilités de voyager dans le passé. Je me suis surtout intéressé aux mécanismes susceptibles d'engendrer de nouveaux dispositifs. Les trous noirs en rotation, les trous de verre et les cordes cosmiques ont un dénominateur commun, la gravité. Mallett s'est attelé à rechercher de nouveaux moyens d'exploiter la gravité afin de voyager dans le temps. Bien que la lumière n'ait pas de masse, elle est composée de particules d'énergie. Pour élaborer sa machine spatio-temporelle, Mallett sait qu'il doit envisager une approche peu orthodoxe. J'ai découvert que la lumière pouvait servir à contrôler la gravité. Et puisque la gravité contrôle le temps, je peux utiliser la lumière pour contrôler le temps. C'est la base de mon inspiration et de ma théorie. Mais avant d'exposer sa théorie, Mallett devait s'assurer de sa solidité. Il fallait trouver le moyen de reproduire l'effet d'entraînement d'un trou noir afin de courber l'espace-temps en boucle. La réponse était sous son nez. Je me suis dit que si je parvenais à créer un faisceau de lumière circulaire, cela pourrait ou devrait provoquer une courbure de l'espace et par déduction entraîner une courbure du temps. Durant des mois, Mallett travaille sur ses équations. Il vérifie et revérifie ses calculs jusqu'au jour où il décide de révéler ses théories à la communauté scientifique. Contrairement aux trous de verre et aux cordes cosmiques, dont l'exploitation potentielle nécessite les ressources énergétiques d'une galaxie entière, Mallett affirme que sa machine temporelle est réalisable dès aujourd'hui. Ces 4 rayons laser se croisent pour former un carré, dans lequel la lumière circule, et ce mouvement de lumière entraîne avec lui l'espace compris dans le champ. Dans un modèle réel, la modulation de l'espace entraînera celle du temps. Voici une maquette de la machine spatio-temporelle de Mallett. Selon sa théorie, les rayons laser fourniront la force gravitationnelle suffisante pour reproduire l'effet d'entraînement d'un trou noir en rotation. Certains estiment que cette théorie est absurde, mais Mallett affirme que sa machine est capable de créer une boucle temporelle miniature. Le dispositif réel n'excédera pas l'épaisseur d'un cheveu. Il ne comprendra pas 7 lasers comme ici, mais 10 000. Mallett est prêt à élaborer sa machine définitive. Le premier voyageur spatio-temporel sera une particule nucléaire. Imaginez que nous puissions prévenir les catastrophes futures. Il n'est pas nécessaire d'envoyer une personne, mais si nous pouvions envoyer des informations scientifiques, médicales, imaginez que l'on puisse envoyer un remède contre le sida ou le cancer, ce qui est plus important que de faire voyager des personnes. Le petit garçon qui rêvait de se rendre dans le passé pour sauver la vie de son père pourrait bien être sur le point de concevoir une machine à voyager dans le temps. Pourtant,
ce physicien a accepté l'idée que son père et lui ne seraient jamais réunis. Car l'ère des voyages dans le passé ne débutera vraiment qu'une fois la machine allumée. Seul le temps nous dira si la machine de mallette est un succès. Mais pour de nombreuses personnes, l'élaboration d'un dispositif permettant de voyager dans le passé risque de nous enfermer dans un dilemme. La possibilité de réécrire notre histoire, aussi attrayante puisse-t-elle paraître, entraînerait irrémédiablement des conséquences. Si le voyageur temporel modifie le passé, comment cela affectera-t-il le présent ? Cela entraînerait des paradoxes. Par exemple, vous pourriez tuer votre grand-père avant que votre père ne soit conçu. Pour un grand nombre d'individus, le voyage dans le passé est un acte de foi démesuré. Nous nous rendons tous vers le futur, que nous le voulions ou non. Nous pouvons accélérer en voyageant à des vitesses proches de celles de la lumière, mais la difficulté consiste à revenir. Je n'ai encore jamais croisé quelqu'un venant du futur. Mais d'autres proposent une solution à la frontière de la science-fiction, la théorie des univers parallèles. Et ils argumentent, preuves à l'appui. Selon toute vraisemblance, si je projette de minuscules boules de billard à travers une fente, je devrais obtenir une grosse boule sur cet écran. Mais voici un rayon laser constitué de particules individuelles de lumière, des photons. Lorsque je projette des photons à travers une fente, voici ce que j'obtiens. Au lieu d'un gros point lumineux, on observe plusieurs points, comme si le photon se trouvait en plusieurs endroits en même temps. L'univers est constitué de particules subatomiques. Si les photons peuvent être à deux endroits à la fois, en est-il de même pour nous? Les physiciens sont désormais convaincus que l'univers est divisé en deux univers. Dans le premier, le photon est allé vers la droite, dans un autre, il est allé vers la gauche. En d'autres termes, il pourrait exister un nombre infini d'univers parallèles, chacun d'entre eux se scindant en deux. Lorsque j'étais à l'université, cette théorie m'a bouleversé. J'ai réalisé que si un électron pouvait se trouver en deux endroits en même temps, il était possible que ce soit également le cas pour moi. Pourtant, j'avais le sentiment d'être une entité propre, mais j'ai commencé à réaliser que mon corps pouvait très bien se trouver dans plusieurs univers en même temps. Dans la théorie des univers parallèles, notre univers n'est qu'une carte parmi d'autres. On parle alors de multivers. Nous coexistons et nous pourrions nous rendre dans ces univers parallèles grâce au voyage temporel. Les univers parallèles représentent certainement le moyen le plus simple et le plus sobre de résoudre tous les paradoxes du voyage temporel, puisque la profusion des univers abolit tous les paradoxes. Si l'on s'en tient à cette théorie, notre vision de l'histoire est périmée. Notre logique nous a enseigné que les événements étaient linéaires. Ils défilent comme les stations d'un métro. La Seconde Guerre mondiale, la bombe atomique, le premier homme sur la Lune. Mais du point de vue des univers parallèles, notre univers est un monde parmi d'autres dans une gigantesque gare de triage où le voyageur temporel ne fait qu'enjamber les rails. Chaque fois que vous embarquez dans une machine à voyager dans le temps, vous interférez avec le passé de quelqu'un d'autre. Les théories du voyage spatio-temporel peuvent sembler tirées par les cheveux. Pourtant, depuis plus d'un siècle, les pionniers ont repoussé les limites du plausible et rendu possible le domaine de la science-fiction. Ils ont su concilier la connaissance avec l'imagination et ont prouvé que le voyage spatio-temporel serait une réalité un jour. Nous n'avons peut-être voyagé qu'une fraction de seconde dans le futur. Mais les pionniers de la science poursuivent leurs rêves, convaincus que toute épopée débute par un simple pas.